La Fondation Becales soutient la recherche pour l'attribution annuelle d'un prix et d'un crédit de recherche alternativement dans les domaines de la cardiologie et de la leucémie. Le prix d'un montant de 10 000 € est attribué à un chercheur de 40 ans maximum lors du dépôt de la candidature qui s'est particulièrement distingué par ses travaux. Le crédit de recherche, quant à lui, qui est de maximum 25 000 €, est attribué à un ou des chercheurs qui se sont distingués par leur contribution marquante dans le domaine concerné. Les candidats doivent poursuivre leurs activités en Belgique dans un hôpital ou un laboratoire universitaire ou assimilé depuis au moins 5 ans. Le jury est choisi par la Fondation, ses décisions sont sans appel, et le montant du prix et des crédits est essentiellement destiné à financer la poursuite de l'activité de recherche. En 2017, le prix et le crédit étaient destinés à soutenir des recherches dans le domaine de l'hématologie. Le jury était constitué des professeurs Beguin, Ferrand et Parmentier. Les obligations de leur charge ne leur permettent pas d'être présents ce matin, et c'est pourquoi c'est au président de l'Académie qui incombe le privilège d'introduire les lauréats. Le prix et le crédit seront dans un instant remis par la présidente de la Fondation Becales, le professeur Bron, et qui en parlera de la Fondation, et par aussi l'administrateur de la Fondation, M. Chaler, que je remercie d'être présent et d'avoir fait le déplacement de Suisse à Bruxelles pour la journée à cette occasion. Le lauréat du prix est le professeur Basil Stamatopoulos, qui a soumis un travail publié dans le Kenya, et qui est une revue prestigieuse, et qui est fait en collaboration avec l'Université d'Oxford. Cette recherche poursuit l'objectif d'améliorer la prédiction du pronostic des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique. Dans ce travail est démontré l'existence chez le même patient, à peu de 25% des cas, de sous-clones portant des réarrangements d'immunoglobulines différents. La présence de ces populations différentes influence le pronostic du patient et soulève aussi de nouvelles questions quant à l'origine de la leucémie à un stade précoce du développement, par exemple celui de la cellule souche. Ce travail démontre, et c'est selon moi sa plus grande originalité, que dans la LLC, la population des lymphocytes tumoraux n'est pas toujours une population monoclonale, mais que plusieurs clones leucémiques peuvent coexister et influencer l'agressivité de la maladie et donc l'évolution du patient. Basil Stamatopoulos est docteur en sciences et attaché au laboratoire de thérapie cellulaire clinique de l'Université libre de Bruxelles et de l'ULB Research Cancer Center. Je l'invite à présenter ses résultats. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que je reçois ce prix et je tiens à remercier l'Académie et la Fondation Becales d'avoir couronné ce travail que je vais tenter en moins de 5 minutes de vous résumer. Alors ce travail s'intitule, je vous l'ai traduit, séquençage à haut débit ciblé de dernière génération révèle la présence de plusieurs clones à valeur pronostique au sein des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique. Comme il a été dit précédemment, ce travail a été accepté pour publication dans le journal Leukemia et a été réalisé au laboratoire de thérapie cellulaire clinique en étroite collaboration avec l'Université d'Oxford. Commençons par une brève introduction sur la leucémie lymphoïde chronique que je vais abréger par LLC. La leucémie lymphoïde chronique, comme on le voit sur ce graphique, est la leucémie la plus fréquente dans le monde occidental. Elle se caractérise par une incidence qui augmente avec l'âge, avec une moyenne au diagnostic d'environ 65 ans. Cette leucémie est due à l'accumulation de lymphocytes B, et ces lymphocytes B s'accumulent non pas parce qu'ils prolifèrent beaucoup, mais parce qu'ils sont caractérisés par un défaut d'apoptose, c'est-à-dire qu'ils ont oublié comment mourir. Cette leucémie est toujours incurable et se caractérise par une hétérogénéité au niveau de son évolution clinique. Cette évolution clinique peut être prédite grâce au séquençage de la région variable de chaîne lourde des immunoglobulines. Chaque clone leucémique est caractérisé par une véritable carte d'identité, et cette carte d'identité est son immunoglobuline de surface. Et donc en séquençant la petite partie qu'on voit ici, qui est donc la partie variable, la partie VH, eh bien, on peut classer les patients en bon et mauvais pronostic. Comme cela a été démontré il y a plus de 15 ans par le groupe de Hamlin, les patients qui ont accumulé plus de 2% de mutations sont considérés comme mutés et ont un bon pronostic, contrairement aux patients qui ont accumulé moins de 2% de mutations, qui sont considérés comme non mutés et ont donc un mauvais pronostic. L'ensemble de ces séquençages est jusqu'à présent fait grâce à la technique de Sanders. Au cours de ce travail, nous avons analysé près de 500 patients, une cohorte
venant de Belgique et une deuxième cohorte venant d'Angleterre. Nous avons récolté le sang de patients, extrait les cellules leucémiques, extrait également l'ADN ou l'ARN, et nous avons testé et séquencé les séquences d'immunoglobulines par deux techniques. L'ancienne technique, la technique de Sangers, et les nouvelles techniques qui sont ce qu'on appelle le Next Generation Sequencing. Nous avons ensuite regardé ce qu'on appelle le TFS-LOS, TFS pour Treatment Free Survival, qui représente la survie sans traitement et qui représente le temps qui s'écoule entre le moment du diagnostic et le premier traitement, et l'OS, Overall Survival, survie globale, qui représente le temps qui s'écoule entre le moment du diagnostic et le décès du patient. Alors voici ce qu'on a comme résultat. En fait, avec la technique Sangers, qui est donc l'ancienne technique, cette technique ne permet de séquencer qu'un seul clone par patient. Et donc, on ne peut pas détecter les petits clones, et si on a plusieurs clones différents qui ont la même taille, eh bien, on a besoin de manipulations supplémentaires, des tests de clonalité, des extractions sur gel, pour essayer de déterminer le statut mutationnel de ce patient et donner ainsi une classification pronostique. C'est pour cette raison que dans 10 à 20% des cas, la technique Sangers donne des résultats non concluants. Et comme on ne trouve qu'un seul clone, eh bien, on peut juste dire si le patient est muté ou non muté. Par contre, avec le Next Generation Sequencing, on est capable de séquencer tous les clones au sein d'un même échantillon. Pas besoin de tests de clonalité, pas besoin de manipulations supplémentaires, et comme on trouve plusieurs clones par patient, eh bien, on peut attribuer plusieurs statuts mutationnels et créer ainsi 5 catégories de patients. Des patients avec plusieurs clones mutés, des patients avec un seul clone muté, des patients avec un mix de clones mutés et non mutés, des patients avec un seul clone non muté et des patients avec plusieurs clones non mutés. Si on regarde maintenant les résultats obtenus par la technique de Sangers, on réobtient ici les deux groupes, le groupe vert de patients mutés, le groupe rouge de patients non mutés, qui avait été préalablement décrit, et un groupe ici bleu pour lequel nous ne pouvons pas donner de résultats. Eh bien, si on applique le Next Generation Sequencing au groupe de bons pronostics, ici, eh bien, on peut voir qu'on peut rediviser les patients en 3 groupes de pronostics différents. C'est exactement la même chose pour les patients de mauvais pronostics. Si je prends le groupe rouge et que j'attribue un statut mutationnel en fonction du Next Generation Sequencing, je peux trouver des patients qui vont encore plus mal ou bien des patients qui vont mieux que le groupe initial de départ. De manière intéressante, pour les patients pour lesquels Sangers ne peut pas donner de résultats, eh bien, avec le Next Generation Sequencing, on peut reclasser ces patients en 3 groupes de pronostics différents. En conclusion, avec le Next Generation Sequencing, on peut séparer les patients en 5 groupes de pronostics différents en termes de survie sans traitement, mais également en termes de survie globale. En conclusion, on a montré dans cette étude que le séquençage Sangers et le Next Generation Sequencing présentent une excellente concordance, mais que le Next Generation Sequencing est capable de séquencer tous les clones et ainsi d'améliorer la classification passant de 2 à 5 groupes en termes de Treatment Free Survival et d'Overall Survival. Et comme l'a dit Monsieur le Président, une des choses extrêmement importantes, c'est que pour la première fois chez l'homme, on démontre que 25% des patients ont plusieurs clones leucémiques, ce qui sous-entend que l'événement qui a déclenché la leucémie est extrêmement précoce et probablement au niveau d'une cellule souche. Alors je tiens, pour terminer, à remercier l'ensemble de mon laboratoire, notamment le professeur Laurence Lagneau, mais également le laboratoire d'Oxford et en particulier le professeur Chou, l'ensemble des collaborateurs belges qui ont permis de collecter l'ensemble de ces patients, et bien sûr tous les fonds qui nous ont aidés à réaliser ce travail, parce que le séquençage à haut débit coûte extrêmement cher. Et donc je tiens en particulier à remercier le Télévis qui me finance depuis près de 5 ans, le fonds Iris Recherche, les amis de l'Institut Jules Bordet, mais également la Fondation Becalès qui m'a déjà financé il y a 2 ans et qui a partiellement contribué à la réalisation de ce travail, et finalement la Société belge d'hématologie qui m'a permis de réaliser un séjour à l'Université d'Oxford. Et je tenais également à vous remercier pour votre attention. Comme il y a aussi un crédit, je vous invite à rejoindre votre place le lauréat du crédit, le Dr Luamdan Chibou, qui a soumis un projet dans lequel il dira les effets de l'âge sur l'expression des différents gènes par des lymphocytes de type B provenant de donneurs sains et de patients atteints de leucémie lymphoïde chronique. Il est attaché aussi au laboratoire d'hématologie expérimentale et d'immunologie moléculaire de l'ULB. Il a malheureusement dû repartir au Vietnam pour des raisons familiales, et j'invite donc le professeur Adamron
à le présenter. Je remercie Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel et vos chers amis. Donc je remercie l'Académie d'avoir sélectionné le Dr Lung Ngan pour l'octroi de cette bourse dans le cadre de ses travaux. Et bien sûr, ces travaux sont extrêmement importants et donc j'ai demandé la collaboration d'une des chercheuses du laboratoire à qui je vais donner la parole dans une minute. Mais c'est l'occasion pour moi de parler de la Fondation Becales et de rendre hommage à la mémoire du professeur Roland Bernard qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui, avec M. Chalre, qui est ici présent, qui est le gestionnaire de la Fondation Becales, a créé cette fondation, donc vous l'avez entendu, qui octroie des crédits, des plans considérables pour la recherche, pour la leucémie et pour la cardiologie. Donc, M. Roland Bernard, qui était cardiologue, m'avait demandé de le seconder dans cette fondation. Et comme vous l'avez entendu, depuis 4 ans, nous avons la chance d'avoir le parrainage de l'Académie pour donner de la visibilité à cette fondation Becales. Je suis extrêmement fière de voir que les prix de cette fondation ont été à des collaborateurs qui travaillent sur la leucémie lymphoïde chronique, qui est une maladie qui m'a toujours fascinée. Et donc, comme le docteur en sciences Basile Stamatopoulos vous l'a dit, il a reçu le grant et vous avez vu aujourd'hui que ce grant était bien investi, puisqu'il reçoit le prix pour ses travaux. Et Lung Ngan, qui est un fellow vietnamien, est en fait un fellow de l'ARES. L'ARES, c'est l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, qui a donné des insomnies à M. Monet ces derniers temps, et qui est bien connu aussi par le docteur Gillet, avec qui je travaille au Vietnam. Et donc c'est une académie qui donne des bourses pour la coopération au développement dans le but de promouvoir la recherche, la science dans ces pays et de former du PhD qui deviendront professeurs dans nos universités. Donc c'est vraiment de très très beaux projets. Et Lung Ngan est arrivé au bout de ces 4 ans à produire des travaux sur la relation entre immunosénescence et développement de maladies hématologiques. Donc sur le plan vraiment fondamental, je vais maintenant donner la parole à Pushpamila Da Silva, qui est aussi PhD student, qui, vous le permettez, fera sa présentation en anglais, parce qu'elle arrive de Sri Lanka. Elle a participé à ces travaux et elle vous résumera mieux que moi l'apport de la relation entre immunosénescence et leucémie. Merci. Mr. President, Mr. Secretary, and Madam Demussy. So I will talk about work back to gene downregulation in major lymphocyte populations from healthy donors and B chronic lymphocytic leukemia patients. A study in predictive markers of immunosenescence. So with increasing age, we are prone to many diseases, including having different types of cancer. This happens because when we age, the ability of the immune system to protect us from these malignancies becomes decreased. And the aging of the immune system is called as immunosenescence. During this process, there's a reduction of forming and proliferation and differentiation of hematopoietic stem cells, and increase of chronic antigenic stress. And in chromosomes, the telomere length will be shortened. So this will affect the proper proliferation of the cells. And altogether, these processes will impact on proper functioning of our immune system, where the alteration of cell distribution and their normal immune cell functions. And we want to study what happens to immunosuppressor genes during immunosenescence. So showing you today our preliminary results, where we were interested in 2 potential tumor suppressor genes, BAC2 and PRDM1. And we studied these 2 genes' expression
in age-matched healthy donors and CLL patients, where we saw the BAC2 gene was significantly decreased in CLL patients compared to healthy donors, and the PRM1 expression was significantly increased in CLL patients compared to healthy donors. We also saw the same in CD8 T cells, where BAC2 was significantly decreased and PRM1 was significantly increased. And we also saw a significant inverse correlation between these two genes in CD4 T cells and CD8 T cells of CLL patients. We further looked into these two genes' expression in B cells as well, and we saw the same, that where BAC2 was significantly decreased in CLL patients, but we didn't see any significant differences between decrease in PRM1 expression in healthy donors or CLL patients. So, summarizing the preliminary conclusions, we saw that BAC2 was downregulated in all the healthy donor lymphocyte populations, and this decreased BAC2 expression was correlated with an age-related reduction in cytotoxic T cells, and a comparison of healthy donors with age-matched untreated B chronic lymphocytic leukemia patients showed that this gene expression was even more reduced in CD4 T cells, CD8 T cells, and leukemic B cells. And we have some unsolved questions where we would like to further investigate on the role of BAC2 and PRM1 expression in apoptotic process of normal and leukemic lymphocytes, and to correlate BAC2 expression with non-tumor suppressor genes such as TP53 and P16, and to study the expression of inhibitory receptors and their ligands, and to correlate with age of the healthy donors and the CLL patients. And thank you for your attention, and thank you for this opportunity. Thank you.